Actualité sportive richissime à traiter ce soir, comme chaque soir sur la 3 dans votre émission La Grande Team. Bonsoir à tous, merci d'être sur la 3. Le téléphone sera ouvert, la page Facebook est déjà disponible. Et bien, vous avez la possibilité de nous laisser un petit commentaire. La question LGT, bien sûr, on vous l'emmène dans le sommaire. Sommaire, la Grande Team vous présente des nouvelles fraîches dans LGT News. Étincelant avec le club respectif, l'état de forme de Sébastien Haller et Franck Caissier nous a fait l'actu. Bonne émission avec JB et son équipe. Nous évoquons ce soir dans cette émission la forme de deux de nos pachydermes. La question LGT éléphant, la forme de Haller et Caissier est-elle rassurante pour la sélection nationale? Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99. Comme je le disais dans l'intro, eh bien la page Facebook de la 3 est toujours disponible. La question LGT, la forme de Haller et Caissier est-elle rassurante pour la sélection nationale? Les infos des dernières heures, bien sûr, c'est dans LGT News. Du basketball pour débuter nos news. Le championnat national de N1 était à sa 8e journée. L'ABC dynamite l'Africa. L'Africa Sport d'Abidjan chez les hommes a sombré devant l'ABC Fighters. À l'issue de cette 8e journée disputée au Hall des Sports de Trècheville, les Aiglons ont été battus 112-42. L'Africa Sport n'a remporté aucun des cartons. À noter la précieuse victoire d'Azur aux dépens des Warriors 73-46. Les dames n'étaient pas en reste au cours de cette 8e journée. La SOA a littéralement dominé l'UE3A 91-34. Le duel entre le CSA Trècheville et l'ABC a tourné à l'avantage des Abidjanaises 52-49. La Fédération ivoirienne de lutte multiplie les activités. Les nouveaux encadreurs de la Ligue de Lozoa mis en mission. À quelques jours de l'édition 2023 du tournoi des écoles de lutte de Lozoa, prévu le 11 février prochain, l'heure est à la mobilisation, notamment du côté des 38 nouveaux encadreurs retenus pour promouvoir la discipline à Dougougou dans le département de Guitry. Issus de la Ligue de Lozoa et outillés à l'enseignement pratique et à l'initiation des jeunes, les 38 nouveaux encadreurs ont été exhortés par le président de la FIL, Alou Honoré, à organiser régulièrement des compétitions en faveur des jeunes. Ainsi ont-ils été encouragés à créer des clubs et à dénicher les talents. Le MMA à présent. Fedor Emelianenko quitte la cage. Le russe Fedor Emelianenko ne combattra plus en cage. Âgé de 46 ans, il a décidé de mettre un terme à sa carrière après son ultime combat sanctionné par une défaite KO au premier round face à Ryan Bader. Le 4 février dernier, dans la nuit californienne, Fedor Emelianenko a donc tiré sa révérence. Le dernier empereur, comme on le surnomme, quitte la cage après 48 combats de MMA. Il a à son actif 40 victoires, 7 défaites et un autre contexte. Le russe était considéré par beaucoup comme le GOAT. Intéressons-nous au football. La CAN 2023 approche à pas de géant. Les inspecteurs de la CAF en mission en Côte d'Ivoire. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football séjournent depuis quelques heures en terre ivoirienne. Ils ont même entamé la visite des infrastructures sportives. Ce mardi, ils ont inspecté le stade de la Paix de Boaké. Les inspecteurs de la CAF décideront de son homologation ou non dans la perspective des éliminatoires de la CAN 2023 au mois de mars. Cette première mission finira le 9 février prochain avant une deuxième visite des autres sites prévus du 10 au 19 février. Turquie, après le séisme, nouvelle rassurante pour nos professionnels. La plupart de nos professionnels évoluant en Turquie, secoués ces derniers jours par un tremblement de terre, sont hors de danger. C'est en tout cas ce que nous a laissé entendre Abdoul Capo, journaliste sportif et proche de plusieurs footballeurs ivoiriens, dont Max Alain Gradel, Délis Simon et Keita Kader. D'autres sources nous rapportent que Fofana Moriké, Jean-Philippe Bamin, Idrissa Doumbia et autres vont bien. La 3 voudrait toutefois s'associer à l'élan de solidarité pour apporter sa compassion à la Turquie. En
11 buts en 17 matchs cette saison sous les couleurs de Naples, Victor Osimhen marche au super en Italie. Le joueur âgé de 24 ans, auteur d'un doublé, dernièrement face à Spezia, à 2,58 mètres du sol selon les médias italiens, soit 2 cm de plus que CR7 qui avait marqué devant la Sampdoria après s'être élevé devant. Et voilà, LGT News s'arrête ici. On va pousser un tout petit peu en plateau. Bonsoir à la team, comment allez-vous? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment ça va bien, Rijo? Ça va bien. D'accord, ça faisait un moment, hein, tout de même. Ah bon? Bah ouais. D'accord. Mais on vous retrouvait au stade, naturellement, pour suivre les matchs de la Ligue de... Ça s'appelle Zoma FC. Ah ouais? Donc on l'appellerait US Fermier. Ah, voilà, le dirigeant de US Fermier. Vous voyez, ça veut dire que je suis très bien la Ligue 2. Bah voilà. Yellow, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes en bleu, ça va, merci beaucoup. Africa? Quoi, ça? Mais non. Abidjan, c'est que... C'est pas ça. Mohamed Balo, oui, comment allez-vous? Ça va, ça va. D'accord. Roger Stéphane? On respire mieux là, le chan est fini. Allez, c'est vrai que le chan est fini, mais demain, événement sur la 3, oui, à partir de 20h10, oui, vous allez avoir la possibilité de suivre une affiche de 8e de finale de la Coupe de France. Eh bien, vous aurez OM PSG. Oui, on prendra l'antenne à partir de 19h15 pour vous proposer cette affiche de 8e de finale. Balo, vous serez aux commentaires. Oui, belle affiche, classico du football français. Ça s'annonce comme une belle rencontre, même si on peut le dire que récemment, le Paris Saint-Germain semble avoir les faveurs des pronostics par rapport à certains derniers résultats. Donc, ça sera quand même un beau match. Allez, donc tous sur la 3, dès demain, à partir de 19h15 pour le plateau d'avant-match. Le coup d'envoi de ce match-là, OM-PSG, ça sera à partir de 20h10 sur la 3 pour ne rien rater. Alors, madame, messieurs, revenons un tout petit peu sur les infos de LGT News, notamment avec cette débâcle-là. Les Aiglons, au niveau du foot, ça ne va pas fort. Le basketball, c'est pas mieux, Henri Joël. Pas du tout. Je ne sais pas si, depuis le début de la saison, l'Africa a eu une victoire au niveau du basket, je ne pense pas, parce que c'est que des défaites, et surtout des défaites avec des scores de 100 points pour l'adversaire. Je pense que là, l'équipe de l'Africa se dirige tout droit vers la deuxième division du côté du basketball. Au foot, est-ce qu'on peut dire que ça ne va pas? Parce que c'est pas encore terminé la saison, puisque l'Africa, on le rappelle. Bon, je l'ai dit par rapport à la défaite de Plateau FC. Oui, ça c'est aux Coupes nationales, mais au niveau de la Ligue 2, on espère pour cette équipe de l'Africa que le réveil va sonner et que peut-être à la fin du championnat, ça sera le ticket pour la montée. Mais au basketball, ça ne va pas fort. Même si au niveau du football féminin, bon, là-bas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Mais bon, ça va. Voilà. Au basket, je crois que sur les 2 saisons précédentes, l'Africa a toujours joué le maintien jusqu'à cette saison-là. Donc, je ne vois pas le fait inédit par rapport aux différentes défaites de l'Africa au basketball. J'espère que peut-être la relégation pourra leur faire reprendre conscience que l'Africa a sa place dans l'élite du basketball ivoirien. Et pourtant, il y a quelques années, ces bastions de l'Africa étaient très très forts. L'Africa avait une excellente équipe de handball au niveau des dames, avec des très grandes championnes qui ont été championnes d'Afrique au niveau des clubs, qui ont porté pendant longtemps l'équipe nationale. Et puis la section handball a commencé à avoir des difficultés, même si on fait des efforts encore avec le président, je crois, Pablo qui essaie de maintenir un peu cette élite-là. La section basketball, oui aussi, dans les années 80, a été une très belle section de basketball. Je crois que l'ancien joueur de l'Africa, Franck Silva, autrement l'entraîneur l'ex-entraîneur de l'ABC. Ça a été également l'un des fleurons du basketball. Maintenant, la crise est passée par là, du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, depuis de nombreuses années. À partir du moment où le grand patron du club, qui est patron de la section football, qui est grand patron du club, eh bien, cette crise a impacté négativement le club Africa Sport d'Abidjan, qui aujourd'hui végète un peu. Mais sinon, par le passé, le handball féminin Africa, le basket masculin Africa était le meilleur, ou bien l'un des meilleurs sur la place publique. Malheureusement, les crises ont complètement détruit ce grand club. C'est un peu dommage. Mais bon, peut-être que du côté de l'Africa, on a de très bons souvenirs en ce moment. On va peut-être se réveiller un peu, secouer tout ça,
pour relancer toute la machine. Donc vivement que les choses reprennent. On relance la machine du côté de l'Africa Sport d'Abidjan parce que ce club-là ne nous a pas habitués véritablement à vivre de tels événements. C'est bien noté. Allez, un mot sur le séisme qui sévit en ce moment du côté de la Turquie et aussi de la Syrie. Au niveau de nos pros, les nouvelles sont rassurantes, comme vous avez pu le suivre bien sûr dans LJT News. Max-Alain Gradel a d'ailleurs laissé un message sur sa page Facebook. Il écrit ceci: dramatique séisme actuellement ici en Turquie et en Syrie. Des milliers de morts, union de prière et solidarité active à nos sœurs et à nos frères de ces pays. Hommage aux personnes décédées, compassion à leurs familles ainsi qu'aux familles sinistrées. Voilà le message de Max-Alain Gradel posté sur sa page Facebook personnelle il y a quelques heures seulement. On peut dire merci à Dieu parce que là on a des retours. C'était pas évident parce qu'on avait souhaité avoir des vidéos de nos pros, mais au niveau du réseau, des réseaux, simplement c'est pas évident avec tout ce qu'il y a en ce moment là-bas, Balo. Oui, Dieu merci véritablement que ces pros-là soient épargnés par cette grande catastrophe. Je pense que 7,6 sur l'échelle de Richter, ça rend compte de l'énormité du séisme. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'il y a une mobilisation internationale autour de la Turquie. Même la Suède, qui a des relations diplomatiques assez compliquées avec la Turquie, a décidé d'envoyer son aide. La France également. Donc, il y a plusieurs pays qui sont dans un élan de solidarité. C'est une bonne chose. Recep Tayyip Erdogan a tenu un discours hier pour dire qu'il y aura un deuil de 7 jours et on a senti dans son visage qu'il y avait tout de même la volonté de secourir et de tenir bon face à ceci. Et on l'annonçait hier, le joueur ghanéen Atsu a bel et bien été retrouvé. Il se porte, il a été conduit à l'hôpital. Roger. Oui, il y a deux sentiments qui nous animent sur cette affaire. Un petit soulagement de savoir que la plupart de nos professionnels là-bas vont très bien. C'est un pays qui a accueilli beaucoup de footballeurs ivoiriens. Didier Drogba y a joué, j'ai vu nous, etc. Aujourd'hui, Eboué, aujourd'hui on a là-bas Gradel, Bamin. Il y a vraiment du très beau monde qui sont d'ailleurs pour la plupart, certains sont des cadres avec la sélection. Au mois prochain, il y a un rassemblement. Donc on est content, même si on n'a pas beaucoup de nouvelles des ressortissants ivoiriens qui ne sont pas connus comme les footballeurs, mais on espère que tout va bien. Et puis derrière, on a de la compassion pour ce pays-là. On compatit auprès de toutes les familles victimes de décès, parce que oui, ça a été un incident vraiment malheureux. Les images sont terribles, comme vous les voyez à la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais bon, on espère que la mobilisation internationale, comme Balo l'a dit, j'ai entendu que la France est en train de déployer des secours importants là-bas pour aider le pays frère, la Turquie. Bon, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ça va être un mauvais souvenir à oublier très rapidement. Mais en tout cas, on se soulève de ce que la plupart de nos vedettes en termes de sport se portent très bien. Et ça, au moins, c'est une très bonne nouvelle. D'accord. Et toujours parlant de ce séisme-là, info de dernière minute, le gardien Ahmet Eyüp retrouvé mort. Triste nouvelle pour le monde du football. Ahmet Eyüp Turkaslan, le gardien de but de Yeni Malatyaspor, a perdu la vie dans le séisme qui a causé la mort de 5000 personnes en Turquie et en Syrie. L'annonce de sa disparition a été faite par son club. Ahmet Eyüp a été pris au piège dans les décombres d'un bâtiment qui s'est effondré. Toutes nos condoléances à la famille du footballeur turc et au monde sportif, tout simplement. Allez, c'est une triste nouvelle, Henri Joël. Ouais, une triste nouvelle, vous savez... Il avait que 28 ans. Ouais, mais c'est pas l'âge en tant que tel. Vous savez, même 70 ans, c'est toujours une grosse pète. Mais bon, quand ces genres de situations arrivent, malheureusement, ça ne prévient pas. Et vous êtes, comme vous l'avez dit, souvent vous êtes pris au piège, malheureusement. Les secours, malgré leur bonne volonté, souvent n'arrivent pas à vous porter assistance. Et vous vous retrouvez dans une situation où, souvent, vous voyez venir la chose sans toutefois pouvoir... essayer de vous restreindre de cela. C'est en cela le drame. Mais bon, comme on l'a dit, on va apporter toute notre compassion à ce pays et puis bon, à tous ceux qui ont été touchés par ce séisme. Voilà, et ce n'est vraiment pas évident car des images, des vidéos circulent où des secouristes sur les lieux, pendant bien sûr qu'ils portent assistance, il y a encore des tremblements de terre, donc on va vivement souhaiter que le meilleur pour tout le monde, prompt rétablissement à celles et ceux qui ont été touchés. Au programme bien sûr dans cette émission de Ça Buzz, on va commencer le tout premier Ça Buzz.
Alors que Manchester City vient d'être renvoyé devant les tribunaux, son entraîneur Pep Guardiola a menacé de quitter le club en cas de sanction. En mai dernier, lorsque les premières accusations avaient été abandonnées, le technicien espagnol avait déjà averti « Si vous me mentez, le lendemain, je ne serai plus là. Je serai dehors et je ne serai plus votre ami. » Des menaces qui pourraient rapidement se transformer en actes concrets et plus vite que prévu avec l'ouverture d'une nouvelle enquête de la Première Ligue anglaise pour de nombreuses infractions liées au fair play financier dont serait coupable City. Une affaire qui risque de faire tache d'huile si les faits reprochés aux Citizens sont avérés. En tout cas, Pep Guardiola a été catégorique. Son avenir à Manchester City dépendra du verdict de cette enquête. Allez, vous l'aurez compris, on parle bel et bien de Manchester City. Alors, Mohamed Ballo, la nouvelle est tombée. Comment vous réagissez face à cette affaire-là, justement ? Oui, je pense que c'est une affaire regrettable pour l'image de Manchester City, mais en même temps, ce n'est pas nouveau. Cette histoire de fair play financier a touché un certain nombre de clubs. Manchester City, même le Paris Saint-Germain aussi, avait été à l'époque touché par cette affaire de fair play financier. On le rappelle, qui vise à instaurer une concurrence loyale entre les clubs, justement parce qu'il y a cette manne financière dont dispose City et le Paris Saint-Germain, qui, s'il n'y a pas de fair play financier, peut tout simplement faire pencher la balance sur certains transferts. Donc, effectivement, je pense que ça ternit l'image de Manchester City, mais de plus en plus, lorsqu'on regarde le contenu de l'enquête, on parle de 100 infractions financières, c'est quand même beaucoup. Ça prouve que le dossier est de plus en plus fourni pour pouvoir mener une enquête. Donc, il y a quand même la présomption d'innocence même pour les entités non individuelles, c'est-à-dire les clubs. Donc, on va attendre l'issue de l'enquête pour pouvoir se prononcer. Mais sinon, effectivement, compte tenu des accusations, c'est véritablement grave, sans infraction, sans compter une surévaluation de certains revenus, de certains contrats. Donc, sur ces deux plans-là, véritablement, c'est quelque chose qui ternit l'image du club. Et de ce point de vue, Pep Guardiola a raison de prendre ses distances. D'accord. Allez, on parle de foot business. Roger Stéphane, mais là, on pousse quand même le bouchon un tout petit peu plus loin. Justement, ça veut dire que le foot business, on se rend bien compte que ce n'est pas sans danger, finalement. Alors, on est tous d'accord que la plupart des grands clubs aujourd'hui sont bâtis par de grands mécènes ou alors de gros réseaux financiers qui investissent dans le club. Et il y a de nouveaux clubs qui sont nés depuis quelques années d'un point de vue de l'apport financier de structures, de grands groupes internationaux et étrangers. Paris Saint-Germain, Manchester City. Mais quand on regarde derrière, depuis de nombreuses années, il y a une enquête qui court sur l'équipe de Manchester City. Et comme Ballo dit, on parle de 100 infractions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de montages financiers derrière ce club de Manchester City. L'année dernière, je crois que le TAS a pondu une décision qui avait pour but d'interdire la participation de City aux compétitions européennes. Le TAS avait rejeté l'accusation. Là, on sort une nouvelle enquête qui commence aujourd'hui, mais qui est le fruit de 4 années d'enquête. 4 années d'enquête. Ouais. Donc, ça veut dire que le dossier est tellement prêt et lourd qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que Manchester City va y échapper. Et le danger pour City, c'est que City n'a plus droit à un recours. L'année dernière, ils ont fait un recours au TAS. Si cette année, ils sont sanctionnés, ben c'est fini, ils n'auront plus de recours. Et ça va être la catastrophe. Donc oui, c'est bien aujourd'hui de voir de l'argent circuler dans les clubs, etc., etc. On paye les joueurs, il y a les salaires faramineux, il y a beaucoup de pubs, etc. Mais on se rend bien compte que derrière, il y a un masque qui est caché derrière. Et le fait là, si City est frappé, on va loigner vers les autres équipes, les nouveaux riches du football mondial aujourd'hui. Ouais. Et attention, Paris Saint-Germain pourrait peut-être être dans le viseur. On peut parler des Qataris. Voilà. Mais c'est exactement ça. Oui. Derrière, vous avez Qatari, vous avez tous les réseaux financiers. Bon, on va regarder, mais en tout cas, ça commence à devenir un peu dangereux. On attend de voir. Yellow Henri Joël, on parle de 4 ans d'enquête déjà. On essaie de réunir tout ça. Si jamais les faits étaient avérés et que ça enfonçait beaucoup plus Manchester City, là, sur les envies de Pep Guardiola, comment vous justifiez ça? Est-ce qu'il a raison de vouloir partir? Déjà, je pense même que, même si City est blanchi dans cette affaire, la collaboration sera un peu compliquée. Ça sera difficile quand un entraîneur déjà fait une telle sortie. Parce que dans une telle situation, normalement, on parlerait de solidarité. Donc, moi, je pense que même si demain, l'affaire venait à se régler et que City était blanchi, la collaboration avec Guardiola, pour moi, ne va pas durer. Mais, vous savez, on n'oublie pas que sur la même affaire, il y a deux ans de cela, quand l'UEFA a décidé d'enquêter,
Manchester City avait refusé l'accès à certains dossiers aux enquêteurs de l'UEFA. Et cette affaire est restée en suspens. Même si derrière, il y a eu l'amende de 10 millions d'euros. Bon, ça, ce n'est rien pour les Saoudiens. Ils ont payé facilement. Il y a eu la sanction de retrait où le TAS a rejeté. Mais ce qui veut dire que l'affaire pend depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça a suscité une enquête au sein de la Première Ligue qui est en train d'aboutir. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a même les clubs anglais qui sont en train de mettre la pression sur la Première Ligue de sortir très vite les résultats pour ne pas que la lutte à la Ligue des Champions et surtout la lutte au niveau du titre soit faussée. Parce que si, normalement, City doit être relégué, parce qu'on parle même de relégation, si City doit être relégué, les clubs anglais souhaitent que cela se fasse très tôt pour qu'on sache qui sera relégué, oui, pour ne pas fausser le calcul pour la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Et peut-être même pour le maintien. Pour le titre. Mais pour le maintien aussi. Justement. Ouais, parce que les clubs qui sont en bas souhaitent... Parce qu'aujourd'hui, on a la même situation, ou pareil, du côté de l'Italie avec la Juventus, qui s'est vu retirer 15 points et qui se retrouve un peu derrière. Donc, si le résultat doit sortir normalement pour les clubs anglais, et surtout pour les cadors, parce que ce n'est pas n'importe quel club. Oui. Ce sont les cadres qui mettent la pression. Donc, ils veulent savoir qui est sanctionné, quelles sanctions il y a, afin de mieux se projeter, on va dire. Fixer sur, je dirais, cette lutte pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions et surtout pour le titre. Bon, alors, on parle de relégation, on parle de retrait de points même, ça a déjà eu lieu en Italie. Et là, est-ce que vous avez d'autres éléments côté sanctions? Non, officiellement, on n'a que la déduction des points par rapport au classement de l'exercice en cours ou bien la relégation de cette équipe-là hors de la Première Ligue. Oui, Roger. Mais sur Pep Guardiola, c'est 2 points. D'abord, une question d'éthique, à mettre en position stratégique. Sur l'éthique, Pep Guardiola a très souvent interpellé les dirigeants de City en leur disant, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont répondu que tout va bien. Il dit, OK, je veux bien vous croire, mais si ça veut que le club est suspendu, je ne serai pas avec vous. Donc, il se dédouane des agissements des dirigeants du club pour une question d'éthique par rapport à la suite de sa carrière. La deuxième option est stratégique, parce que sur les amendes, sur les sanctions, on parle d'amende, retrait de points, interdiction de recrutement, exclusion du championnat. Donc, d'un point de vue stratégique, Pep Guardiola n'a pas envie de continuer avec un club qui pourrait être exclu du championnat ou alors qui pourrait ne pas recruter. Parce que si vous ne recrutez pas, vous n'avez pas un effectif performant, vous n'êtes pas performant. Et si vous êtes exclu du championnat, bon, il ne va pas aller souffrir, il n'a pas d'aller souffrir en division inférieure avec Manchester City. Donc, il a eu une position sur 2 éléments, l'éthique et la stratégie. Bon, maintenant, j'estime qu'il n'a pas tout à fait tort. À partir du moment où il a plusieurs fois interpellé ses dirigeants sur ce qui est reproché au club et qu'on l'a toujours rassuré de ce que tout va bien, que tout est correct, dès cet instant, je trouve que sa position est tout à fait légitime, même si on pourrait penser que ça manque un peu de solidarité, mais sa position est légitime. Chacun pour sa carrière. Pep Guardiola, quand j'ai regardé son parcours, il a fait 3 ans au Barça, il a fait 4 ans au Bayern. Là, il est à 6 titres depuis 2016. Il a gagné 4 titres de champion avec l'équipe. Il a joué une finale de Ligue des Champions. Il a peut-être envie d'aller voir ailleurs pour monnayer son talent. Donc oui, peut-être dans cette position-là, il gère un peu sa carrière. Rapidement, pour parler d'envie d'ailleurs concernant Pep Guardiola, vous savez qu'au Brésil, même avec les entraîneurs locaux, ça n'a pas beaucoup fonctionné ces dernières années. Donc du coup, le Brésil pense à un entraîneur étranger pour prendre la sélection. Et son nom est cité. Il est pressenti. Il est pressenti. Donc du coup, aujourd'hui, il est en train d'essayer de peser le pour et le contre de cette affaire pour voir si dans les jours à venir, City venait à être sanctionné, ben, lui, il ne poserait pas de questions. D'accord. Oui, Ballot, c'est vrai que Roger a relevé cette histoire de sanction l'année dernière, je pense par l'UEFA. Et toujours parlant de la même affaire, ça revient encore pour vous? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'acharnement ou vraiment avec les éléments qu'on a... Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'acharnement. Tout est dans le contenu du dossier. Si le contenu du dossier est tangible, permet tout simplement de pouvoir mener des enquêtes ou de pouvoir sanctionner, je ne parle pas de... C'est logique. Je ne peux pas parler d'acharnement parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans le dossier. Mais une chose qui m'interpelle, c'est que Pep Guardiola a tout de même récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025, je crois. Mais est-ce qu'il peut
dans le cas échéant où le Manchester City est sanctionné, est-ce qu'il peut rompre son contrat unilatéralement? Là, je pense qu'il y a quelques réserves. Il y a quelques réserves juridiques quand même à avoir, hein, je pense, puisqu'il est sous contrat. Comment est-ce que ça va se négocier, si ça sera un départ à l'amiable, ou est-ce que, en tout cas, il y a un ensemble de questions juridiques qui restent. Non, mais si par exemple, au niveau la faute des dirigeants est reconnue. La faute des dirigeants est reconnue. Lui, il peut mettre fin au contrat. Absolument. Tranquillement, sans souci. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne cette question concernant est-ce que ce n'est pas un acharnement sur Manchester City, d'abord, ce ne sont pas les clubs qui ont demandé l'enquête. C'est plutôt la Premier League qui a initié l'enquête depuis 4 ans. Mais déjà, il fallait voir cela venir depuis très longtemps. Vous savez, quand l'Arabie Saoudite est venue racheter Manchester City, il y a Alex Ferguson qui avait fait un communiqué une fois en disant que actuellement, ça serait très difficile pour les autres clubs de la Premier League de rivaliser avec City compte tenu des moyens financiers qu'ils ont. Allez, on me fait dire que c'est Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, merci beaucoup. Ensuite, il y a eu Jürgen Klopp, ces derniers moments, qui critique beaucoup, non seulement lui, son effectif, par rapport à ce qui se passe avec les autres clubs au niveau de la Premier League, mais de façon subtile, qui indexe Manchester City en ce qui concerne son pouvoir et surtout ses recrutements. Donc, derrière, ça devait interpeller même les dirigeants de Manchester City, puisque en Premier League, tout le monde regarde et surtout, en fonction des positions, ça peut emmener, ça peut susciter quand même qu'on ait un regard... C'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Le déséquilibre financier a même envoyé la polémique en France. Jean-Michel Aulas s'est plaint à l'époque de ce que le Paris Saint-Germain était trop riche et que la concurrence était un peu déloyale. Ce qui, je pense, amené les Parisiens à renoncer à une partie de leur droit TV qui est redistribuée aux autres clubs. Donc, c'est une polémique qui existe. Mais effectivement, quand un club est aussi riche, quand un club dépense autant d'argent, mais on est en même de chercher à savoir d'où viennent les fonds, comment est-ce qu'ils sont dépensés, est-ce qu'ils respectent les règles du fair play financier, etc. etc. Donc, je veux dire, il n'y a pas un enchaînement. Il y a un dossier, il y a une enquête qui a été faite, il y a un dossier qui a été introduit, la justice va apprécier, l'année dernière, ils ont eu raison, le TAS lui a donné raison. Donc, il n'y a pas un enchaînement, mais il est tout à fait logique de voir que... Parce que ça fait danger derrière. Si on ne fait pas attention, ça peut prêter à beaucoup de déviations, comme on en connaît là avec le club. On en a parlé beaucoup avec le Paris Saint-Germain, etc. etc. Donc, c'est tout à fait logique que des clubs, je dis, traditionnels, ancrés, bien assis au niveau du football anglais, qui depuis de nombreuses années, avec leur organisation, je veux dire, simple, appuyée sur les supporters, sur les sponsors, sont là. Et puis, un club arrive tout à coup, il bouleverse toute la hiérarchie avec beaucoup d'argent. Non, mais il y a Maintenant, Jean-Baptiste, je pense qu'on va peut-être se pencher sur les conséquences. Si on suppose que Manchester City est sanctionné, je pense que ça peut porter atteinte à la compétitivité de la Première Ligue, parce que c'est vrai que Manchester City a dépensé beaucoup d'argent de manière frauduleuse, mais il faut rappeler aussi que ça a permis tout de même de relever... C'est pas encore prouvé, oui, c'est vrai. C'est vrai, puisqu'il y a la présomption d'innocence, aurait donc dépensé de l'argent de manière frauduleuse, mais il faut dire que ça a relevé tout de même le niveau de la Première Ligue, avec des joueurs qui ont pu signer, comme Erling Haaland, comme Gabriel Jesus, comme Kevin De Bruyne. Même l'arrivée de Guardiola a permis à cette équipe de City de pouvoir passer un cap. Donc, derrière, l'arrivée de ces nouveaux riches, de ceux qui dépensent beaucoup d'argent et qui vont contre le fair play financier, a permis tout de même de relever le niveau de la Première Ligue et de pouvoir accentuer la concurrence. Vous n'êtes pas du même avis. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'on va faire court. Le niveau était déjà très élevé. Oui, mais après l'arrivée des... Mais regardez même aujourd'hui, Arsenal qui ne dépensait pas beaucoup et qui ne dépense pas du tout aujourd'hui, est premier de Première Ligue. On n'oublie pas que Newcastle, dans quelques années, serait un concurrent sérieux pour le titre. Donc, en Première Ligue, peu importe l'équipe qui sort ou l'équipe qui rentre, le niveau sera toujours élevé. Merci beaucoup, Henri-Joël Bois. Allez, la question LGT pour ce soir. La forme de Haller et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? C'est notre question LGT. On va marquer à nouveau une pause. Quand on revient, on ouvre le téléphone et on fait un zoom sur la question LGT. Allez-y, à tout de suite. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain.
Un match de choc. Une rivalité historique. Les deux clubs les plus titrés de Coupe de France s'affrontent en huitième de finale. Suivez en direct ce mercredi 8 février les huitièmes de finale de la Coupe de France, le Classico OM-PSG à partir de 20h10. Prise d'antenne 19h15 sur la 3. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, c'est 3 fois plus de sport. Il était une fois, sur la 3, voilà. Une belle, une très 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 belle. Et c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle, faut continuer. Et ces bêtes saines, ont commencé à apporter de la joie. La Belle et les Bêtes. Émission de divertissement 100% bonne humeur. Nous égayons vos soirées, nous vous instruisons à travers La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente. Et dans la bête curieuse, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. La Belle et les Bêtes. L'émission intelligente. Et bienvenue dans l'antre de La Belle. Mon problème est un peu complexe. Ma maman m'écoute, mon papa m'écoute. Et moi, je ne peux plus de cette situation. Je suis vraiment dépassée. Réagissez en direct en appelant au 27 21 59 93 99. La Belle Eunice Dago vous donne rendez-vous désormais à 18h30 du lundi au vendredi en direct sur la 3. Toi, va et annonce la bonne nouvelle vers toi. Allô? Voilà moi, voilà toi. Ce qui va nous arriver, ça n'a qu'à nous arriver. Mais... Être célibataire est considéré comme un handicap. Que feras-tu sans mensonge? Bisous, bisous. La 3, nous offrons 3 fois plus. Merci à celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. Eh bien, les huitièmes de finale de la Coupe de France auront lieu demain. Et bien sûr, la 3 ne sera pas en marge de ce grand rendez-vous. On vous propose le Classico OM-PSG, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Soyez nombreux sur la 3 à partir de 19h15. Oui, on prend l'antenne à partir de 19h15. Le coup d'envoi, c'est à 20h10. Ne ratez rien de ce grand rendez-vous OM-PSG. Eh bien, ça se passe sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Éléphant, la forme de Alors et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? Place à l'actu. L'un inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs en championnat avec le Borussia Dortmund. Quant à l'autre qui était confiné bien sûr dans un rôle de joker depuis son arrivée au Barça, se fondait d'une somptueuse passe décisive pour l'un de ses coéquipiers en Liga. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Sébastien Haller et de Franck-Yannick Kessié, deux internationaux ivoiriens qui affichent une belle forme à quelques semaines des éliminatoires de la CAN 2023 en mars. Des précisions dans cette vidéo. Sébastien Haller et Yannick Franck-Kessié ont été éblouissants avec leurs équipes respectives sur le vieux continent le week-end dernier. De retour de maladie après plusieurs mois d'indisponibilité due à une tumeur aux testicules, l'attaquant ivoirien de Borussia Dortmund semble avoir retrouvé toutes ses sensations. En effet, passeur en Bundesliga face à Mayence, il y a large victoire de son équipe devant Freiburg. 5-1. L'Ivoirien a participé à la fête en scorant le troisième but du Borussia Dortmund. Tout comme Haller, Franck Kessié s'est mis en évidence au moment... Sébastien Haller, Franck, Yannick Kessié, on en parle maintenant. Plus 225 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est également disponible. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour bien sûr donner votre avis tout simplement par rapport à notre question LGT. La forme de Haller et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? Ici en plateau, quels commentaires faites-vous des performances réalisées par Haller et Kessié sur les dernières sorties? On va prendre
ça comme ça, les dernières sorties. Balo. Oui, je pense que c'est très impressionnant ce qui concerne Sébastien Haller, hein, c'est-à-dire sortir d'une tumeur, sortir d'un traitement et revenir au meilleur niveau. Sincèrement, si on me demandait est-ce qu'Haller allait revenir immédiatement à son meilleur niveau, la réponse allait être négative parce que on sait ce que ça comporte d'avoir une tumeur, on sait ce que ça comporte comme conséquence de sortir de chimiothérapie et tout ce que ça comporte comme traitement. Mais je suis bluffé de savoir que très tôt, il retrouve le chemin des filets, c'est-à-dire qu'il a un sens inné du but et ça, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'on a un attaquant qui a de grandes qualités de résilience, mais aussi un sens inné du but. Et aussi, ça rassure dans la mesure où ça va nous permettre d'avoir un attaquant compétitif, déjà prêt à affronter les échéances, les épreuves de l'équipe nationale à venir. Et aussi, c'est rassurant aussi concernant Kessié, parce que ça faisait un moment que Kessié, en ce qui concerne ses performances en équipe nationale, était en deçà de ce qu'on attendait de lui, était en deçà de son potentiel. C'est contre Gérone, il rentre à la place du Rafinha. C'est intéressant de savoir que même en n'étant pas titulaire, il arrive tout de même à maintenir un bon niveau. C'est une bonne nouvelle parce que on l'a dit, hein, seuls les joueurs performants auront une place. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, c'est intéressant de savoir que des cadres tiennent le bon bout. Allez, c'est entendu. Yellow, Seb Haller, buteur, passeur, avant d'être buteur, il revient petit à petit. Je crois qu'il revient très fort. Parce que quand on visionne un peu le film de sa vie, avec cette maladie, ce cancer-là, peu de personnes s'attendaient à ce retour-là, ce retour gagnant pour moi de Sébastien Haller. Déjà, il vainc la maladie. Ensuite, il reprend les entraînements personnels, il reprend les entraînements après la chimio. On sent qu'il y a de l'amélioration dans sa santé. Et là, sur le terrain, on redécouvre notre Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam, celui qu'on avait perdu après son transfert du côté du Dortmund. On se demandait comment est-ce qu'il allait pouvoir reprendre ses entraînements et ses différentes compétitions, ses différents matchs. Là, nous sommes très rassurés en tant qu'Ivoiriens. Nous sommes rassurés et très contents du retour de Sébastien Haller. Allez, Henri Joël-Bois, ses instincts de buteur. Il a toujours été un grand buteur. Et surtout, vous savez, Dortmund, quand même, a un jeu qui s'adapte facilement à la manière de jouer où je veux dire, Haller peut s'adapter facilement à la manière de jouer de Dortmund parce que c'est pas différent de l'Ajax d'Amsterdam où il a quand même performé ces derniers temps, d'où son transfert dans ce club allemand. Donc du coup, moi, je savais qu'en arrivant là-bas, il allait avoir quand même des lieutenants à gauche ou à droite pour lui envoyer les bons ballons pour qu'il arrive à marquer ces buts-là. Sauf que quand il arrive, il y a cette maladie-là et puis derrière, je dirais, cette guérison express, parce qu'il faut l'appeler ainsi. Tout le monde l'a dit ici, on ne s'attendait pas à le voir revenir très tôt. Il revient, mais déjà, les qualités étaient là. C'est quelqu'un qui, quand il est bien servi, là, il faut le souligner, quand il est très, très bien servi, voilà, il met beaucoup de buts. Donc, on l'a vu sur le but qu'il met avec son retour, c'est un ballon qui vient et surtout avec sa grande taille, là, il arrive à propulser le ballon au fond des filets. Donc, c'est quelqu'un qui avait le talent, le sens inné du but. Il ne demandait qu'à être bien servi. Ouais. Il a été bien servi et il a marqué. On espère que quand peut-être il viendra, parce qu'on va en parler, il sera servi comme ça dans les mêmes conditions. D'accord. Allez-y. Non, je dis, moi, la trajectoire des deux garçons est très belle. C'est la trajectoire qu'il faut regarder. Sur Haller, il y a 6 mois, il ne jouait pas au football. Il sort de maladie, et rééducation, il fait des matchs amicaux, il marque des buts, il réintègre son club, il est titularisé, il fait des passes décisives, il marque des buts, il retrouve sa place de titulaire. C'est une trajectoire magnifique de la part de Sébastien Haller qui retrouve progressivement, je dis bien progressivement, la plénitude de ses moyens. Ça, c'est très bien et c'est encourageant. Sur Franck Kessié, quand il arrive au Barça, il est un peu dans le dur dès le départ. Nous tous on se dit, ah, est-ce qu'il a fait un bon choix sportif, est-ce qu'il a le style de jeu du Barça, ça passe pas trop, etc. Avant la Coupe du Monde, il souffle le martyr d'ailleurs, et puis juste après, allez, il joue des bouts de match, mais en même temps, il est décisif, il est passeur, il est buteur sur un match précédent. Sur le dernier match, il est passeur, il trouve sa place, qu'ils n'ont pas été champions d'Allemagne, parce que le Bayern est là. Mais là, ils reviennent un peu. Je crois qu'ils ont réduit l'écart avec le Bayern sur les dernières sorties par rapport à la répondance de Sébastien Haller. Donc, quand vous regardez tous ces ingrédients, mon cher Jean-Baptiste, on ne peut qu'être heureux
pour ces deux garçons, pour Sébastien Haller, pour Franck Kessié et pour nous-mêmes et les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils reviennent au bon moment. On est dans la nouvelle année. Au bout, il y a une Coupe du Monde. Là, il y a un prochain regroupement au mois de mars. Vraiment, bravo à tous ceux qui arrivent à ces deux garçons qu'on croyait perdus, l'un pour la maladie et l'un pour le résultat de jeu. Mais on se rend compte qu'ils ont du caractère, ils ont du cran, ils ont de la qualité. C'est des grands joueurs. Ils le prouvent dans leur club. Et ça, c'est très bien pour le football ivoirien. La forme de Haller et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? Monsieur Goua, bonsoir. Bonsoir JB. Bienvenue sur la 3. Merci bien, je vais saluer aussi tout le plateau. Bonsoir monsieur Goua. Alors, quel est votre avis concernant notre question LGT? Il faut dire qu'en tant qu'Ivoiriens, nous sommes tous heureux pour le retour de Sébastien Haller. Et tout le plaisir est pour tout Ivoirien de le voir revenir et puis être dans une forme maximale, ça c'est bien. Pour Franck Yannick Kessié, il faut qu'ils apprennent à se battre. Vous avez remarqué qu'en Espagne, c'est vrai, il y a des joueurs étrangers. Mais là-bas, les gens font la part belle aux ressortissants espagnols. Parce qu'ils veulent les voir en sélection nationale. Voilà, donc il est dans un engrenage de joueurs espagnols que sa vie utilise beaucoup. Donc il faut que lui-même puisse se battre. S'il s'impose, ça va faire du bien à la sélection nationale. D'accord. Parmi ces deux joueurs-là même, on va un peu plus loin. Allez, pour le cas de Jérémy Boka. Oui. Lui aussi, quand il fait sensation, quand il fait de très bonnes choses. C'est ça. C'est quelqu'un à qui on doit passer, il est petit de talent. C'est un joueur de qualité. Ok. Bon, vraiment, si vient s'ajouter à ce lot-là, je pense que ça va nous faire vraiment assez de bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Goua. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va rester sur Haller et Franck Yannick Kessié. Oui, Balo? Oui, juste ajouter quelque chose. Je pense que Franck Kessié pèse sa volonté d'adaptation. À son arrivée, Xavi avait dit qu'il faisait des efforts, même en ce qui concerne la compréhension de l'espagnol, qu'il avait essayé de prendre des cours accélérés pour comprendre l'espagnol, pour pouvoir engranger un certain nombre de consignes tactiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il paie ses efforts, que ce soit physique ou en termes d'intégration, en termes de compréhension de la langue. Donc aujourd'hui, il est à féliciter parce que ce n'est pas très évident. Maintenant, en ce qui concerne Sébastien Haller, sous Patrice Baumel, il y avait un gros problème. C'est vrai que Sébastien Haller n'arrivait pas à être aussi efficace en club qu'en sélection nationale. Maintenant, on a un nouveau sélectionneur qui est Jean-Louis Gasset. Comment est-ce que Sébastien Haller sera utilisé par Jean-Louis Gasset? Comment est-ce qu'on va arriver à mettre un dispositif conséquent autour de lui pour le servir en conséquence? Donc là, on est impatient de voir ce que ça va donner dans les échéances qui viennent. Allez, éléphant de Côte d'Ivoire, la forme de Haller et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? C'est la question LGT. Vous pouvez nous appeler maintenant, plus 225 27 21 59 93 99. Alors, déjà, concernant Sébastien Haller, Yellow, sauf cataclysme, est-ce qu'on peut déjà espérer son retour au prochain regroupement? Je crois que je l'appelle de tous les vœux parce que là, avec ce qui nous montre du côté du Borussia Dortmund, je pense que ce sont des débuts très encourageants, passeurs et buteurs en même temps. Je crois qu'il est en train de donner un signal déjà à Jean-Louis Gasset pour qu'il soit effectivement appelé en sélection. On aimerait bien le voir, bien voir comment il sera utilisé en sélection avec Jean-Louis Gasset parce que être performant en club, c'est bien, mais qu'est-ce que ça donnera en sélection? Je me pose bien la question, mais pour ses débuts, je crois que c'est très encourageant et j'espère qu'il sera appelé en sélection. D'accord. Dans quelques instants, on va vous proposer des réactions recueillies dans les rues d'Abidjan sur ces deux joueurs-là, Haller et Franck Yannick Kessié. Alors, pour Kessié, je crois qu'il revient petit à petit. Ses 2 buts, 3 passes décisives. Est-ce que ces performances-là peuvent changer un tout petit peu son statut en club, Henri Joël? En club? Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Vous savez, il fait ses entrées quand il y a des blessures ou peut-être des joueurs épuisés qui doivent se reposer un temps soit peu et permettre peut-être à lui qui est sur le banc d'avoir un temps de jeu. Donc, ce n'est pas un titulaire à part entière au niveau du FC Barcelone, donc ça sera difficile. Je pense que dans la tête du coach, Xavi, son schéma, il est déjà là. Busquets, les deux jeunes, Pedri et Gavi. Et même, souvent, quand ce n'est pas ceux-là, vous avez De Jong qui est là. Donc, déjà, je pense qu'au milieu de terrain, il a déjà ses plans. Vous savez, et là, l'appelant qui était là à l'instant, il a bien dit, vous savez, en Espagne, on fait plus la promotion des joueurs espagnols en vue de l'équipe nationale, parce que si vous avez
remarqué, Bousquet, qu'on disait un temps soit peu vieux, en griffe, était présent au mondial. Donc, ce qui veut dire que c'est quelqu'un aussi qui, malgré l'âge, on compte toujours du côté de l'Espagne. Donc, à Barcelone, il va toujours être titulaire devant Franck Kessié. Il sera amené peut-être à gratter quelques minutes, oui. Voilà, pour entrer en coup de jeu. Maintenant, est-ce que l'entraîneur va changer ses plans? Je ne pense pas. Ça va continuer ainsi. Ça à Franck Kessié de voir. Est-ce qu'on va prendre en équipe nationale quelqu'un qui n'est pas titulaire dans son club par rapport à d'autres qui jouent chaque semaine? Merci, M. Kipré, qui nous appelle d'Atingué. Bonsoir, M. Kipré. Oui, bonsoir. Merci d'être sur la 3. Oui. Allez, notre question LGT. Éléphant, la forme de Haller et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? Oui, vraiment. Les deux sont vraiment rassurants pour l'équipe nationale. Et surtout même l'attaquant Haller. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour son retour. Voilà, parce que vraiment, c'était lui-même, je voulais voir. Et effectivement, ce joueur, vraiment, nous comptons, nous les Ivoiriens, nous comptons beaucoup. Nous comptons beaucoup sur lui. Et je suis sûr que non, quand Haller va venir, ce nouveau entraîneur, j'aimerais que non, vraiment, il cherche des passions pour Haller. Voilà, il cherche des passions pour Haller comme on faisait le temps de Drouba. Et vous allez voir que non, la Côte d'Ivoire ira loin à ces cas. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Kipré. D'accord. Moi, je vous dis merci. Allez, excellente émission à vous. Merci, excellente soirée à vous, M. Kipré. Alors, le retour probable en sélection de Seb Haller est-il un soulagement pour Jean-Louis Gasset, Roger? Oui, oui. C'est toujours bon d'avoir un tel avant-centre sur le front de son attaque. Parce que la vérité, Gasset n'a pas encore trouvé un peu ses attaquants depuis. Je vois que sur les dernières sorties des éléphants, on a joué Lesotho, on a joué Zambie, on a joué Togo, on a joué Guinée, on a joué Burkina Faso. Il y a eu toujours de nouveaux remplaçants, de nouveaux attaquants. Il a fait appel à des jeunes, Krasso et Kanga, qui ont quelque chose, pas mal. Le jeune Konaté Karim également, c'est bien. Il y a Fofana Datro qui est en train de se signaler là du côté de Chelsea, c'est bien. Mais je pense que Sébastien Haller à un niveau peut-être légèrement au-dessus de tout ce groupe-là. Il a de la personnalité, il a de l'aura. C'est toujours bon d'avoir un tel type d'attaquant sur le front de son attaque. C'est bon, il est capable à tout moment de débloquer la situation, de décanter la situation. C'est une très bonne chose. Mais je voulais rebondir sur l'affaire Kessié. Mais en quelques secondes, s'il vous plaît. Mais dans un club, il y a les titulaires, il y a les remplaçants. Si vous avez un statut de remplaçant, vous l'assumez et pleinement. Vous êtes dans un club comme le Barça, qui est au haut niveau. Si vous jouez, ne serait-ce que chaque journée, 30 minutes de jeu, c'est déjà important. 30 minutes, vous performez, vous jouez, vous remplissez votre rôle. C'est important pour venir être en sélection et être très bon en sélection. Donc, ce que Kessié vit là, ce n'est pas totalement mauvais. Parce qu'il y a les numéros 1. Et si Bousquet prend sa retraite, il peut espérer... Maintenant, si quelqu'un au milieu de train prend sa retraite, eh bien, Kessié arrive. Donc, ce qui se passe pour Kessié là... Tout ça, c'est conditionné. C'est une très bonne chose. C'est déjà une très, très bonne chose. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Allez, quelques Ivoiriens se sont prononcés sur, bien sûr, les performances de Haller et de Franck-Yannick Kessié. On regarde ensemble. En ce qui concerne Haller et puis Kessié, je pense que les deux, ils ont un bon état en ce moment. D'autant plus que Haller a marqué un but de son retour de la maladie et Kessié a fait une bonne passe. Les deux sont des pions forts au niveau de leur équipe. Donc nous avons confiance en eux. Nous pensons qu'ils pourront en tout cas relever le niveau. Concernant le cas Haller, c'est quelqu'un qui revenait des maladies, c'est-à-dire du cancer. Mais apparemment, il a vu qu'il n'a pas joué plusieurs matchs. Mais actuellement, il voit qu'il pète la forme parce que vu qu'il a joué le premier match et il a eu à marquer, je pense qu'il est très bon pour l'équipe nationale. C'est au sélectionneur de le faire jouer, de lui faire confiance. Et quand il prend aussi le cas de Franck Kessié, je pense qu'au Barcelone, on ne laisse pas assez de temps pour jouer, pour s'exprimer devant certaines actions. Sinon, si on le laisse jouer, je crois qu'il va faire plus. Je sais qu'il va prouver qu'il est un champion. Parce qu'on a vu ici avant-hier où il a été passé dans le match. Et si on le laisse jouer, je pense qu'il aura la capacité de Thierry Henry, il aura la capacité d'Iniesta et de Xavi. Sébastien Haller, bon, après sa maladie qu'il a eu à faire, bon, il est revenu et il a fait une passe décisive. Et je pense que sa forme est prometteuse pour l'équipe nationale. Concernant Franck Kessié, il n'est pas toujours titulaire au Barça, mais pour les bouts de minutes qu'il a, je pense aussi qu'il est en forme pour la Côte d'Ivoire aussi. Donc c'est deux pieds essentiels pour la Côte d'Ivoire.
Selon moi, l'état de forme de Haller aujourd'hui est prometteur pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ainsi que pour Kessié. Mais Kessié a fait le mauvais choix d'aller au Barça. Parce que là-bas, sans faux fuyant, c'est du racisme. Un grand joueur comme Kessié, ne pas le mettre dans le milieu du terrain du Barça, c'est faire un mauvais choix. La preuve en est qu'il a fait une passe décisive et vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, Haller, après sa maladie, vous avez vu déjà, il a marqué aussi un but. Donc pour moi, ces deux joueurs sont très importants pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. La forme de Haller et Kessié est-elle rassurante pour la sélection nationale? C'est notre question LJT de ce soir. Plus 225 27 21 59 93 99. Allez, pour cette partie-là, madame, messieurs, quand en plus de Franck-Yannick Kessié, on considère bien sûr le retour en forme de Jérémy Boga, souligné d'ailleurs par notre appelant monsieur Goua, et le transfert de Traoré Ahmed Junior dans la première ligue, doit-on s'attendre à une redistribution des cartes au niveau du milieu de terrain, Henri Joël? Bien sûr, les cartes doivent être redistribuées en prélude à la Coupe d'Afrique en 2024. Aujourd'hui, on ne devrait pas se présenter à cette compétition que nous organisons avec une équipe quelconque. Il faut une équipe quand même très très armée, avec des joueurs qui sont titulaires. J'insiste, titulaires et performants dans leurs différents clubs. Normalement, ce sont les critères d'une sélection. Ouais. Titulaire et performant dans votre club. Et je suis d'accord vraiment à 1000% avec Henri Joël. Hein. Je pense que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire avait cette politique-là. On avait certains joueurs que je n'ai pas cités ici, qui n'étaient même pas titulaires dans leur club, qui n'évoluaient même pas dans leur club, mais qui étaient à chaque fois titularisés en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça avait fait grand bruit dans l'opinion ivoirienne, mais on constate qu'avec cette manière de fonctionner, on n'a pas de palmarès intéressant. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire a toujours 2 CAN, alors qu'elle aurait pu prétendre en avoir 4 ou 5. On a du mal à s'imposer dans certaines compétitions. Donc, de grâce, cette compétition, cette CAN qui arrive, est à domicile. On est tout de même dans l'obligation, en tant que pays organisateur, d'avoir un minimum de résultats. Donc, pour ce faire, on a besoin des joueurs titulaires et performants en club. Je pense que là, il faudrait qu'on insiste là-dessus. Si on veut, essayer de mettre cette politique-là au placard, eh bien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On va dans quelques minutes seulement toucher notre deuxième sabeuse, mais je vais prendre l'avis de Roger Stéphane. Non, ça dit que moi ce qui me préoccupe, c'est notre système de jeu. Est-ce qu'on est toujours obligé d'évoluer dans ce fameux 4-3-3 qui nous fait 3 milieux de terrain et 3 avant-centres? 3 attaquants. Parce que quand je regarde le groupe des éléphants, il y a très peu d'ailiers qui font des centres en retrait. Vous avez le seul qui vraiment fait des centres en retrait, c'est Kwasi Evra. Zaha aime attaquer la surface de réparation. Pareil pour Nicolas Pepe, pareil pour Gervinho et pareil pour Max-Alain Gradel. Ce qui fait qu'on met le débat de ce que Sébastien Haller n'est pas alimenté de ballon. C'est parce que les ailiers ne font pas beaucoup de retrait. Est-ce qu'il ne faut pas changer? Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que la force de l'équipe nationale, c'est dans le milieu de terrain. La force actuelle des éléphants, c'est le milieu de terrain. Si vous prenez 4 garçons comme Seri, Sangaré, Kessié et Seko Fofana, on ne trouve pas mieux sur le continent. Allez, ajoutez Jérémy. Voilà, oui, mais Jérémy, Jérémy Boga, si vous voulez. On ne trouve pas mieux sur le continent. Est-ce qu'il n'est pas temps de bâtir notre équipe à partir du milieu de terrain? Je me souviens que dans les années 80, la force de l'équipe de France, c'était son milieu de terrain. Vous avez Alain Giresse, Tigana, Fernandez et Michel Platini, qu'on appelait le quatuor magique. Mais là, nous, on est un quatuor magique. Est-ce qu'il faut-il enlever un élément dans le milieu pour jouer à 3 devant ou jouer 4 au milieu? Parce que je rappelle quand même que Seko Fofana, il marque des buts. Oui. Sangaré marque des buts. Kessié marque des buts. Est-ce qu'on ne peut pas jouer avec 4 bons milieux de terrain, jouer avec Haller sur le front de l'attaque et un bon technicien du type Jérémy Boga ou Zaha tourner autour de lui, un 4-4-2. On a le meilleur milieu de terrain. Est-ce qu'on ne doit pas plonger vers cette réflexion? Parce qu'une équipe s'est bâtie en fonction de ses joueurs. Et j'estime qu'en ce moment, la force des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain. Ça devient intéressant, le coach. Mais c'est le combat que je vais mener jusqu'à la prochaine CAN. C'est le coach de l'équipe. Je vais mener ce combat jusqu'à la prochaine CAN. Ça devient intéressant, parce que le milieu de terrain, là, c'est le meilleur du continent. Il faut qu'on l'exploite au maximum, plutôt que d'aller jouer devant avec les gens qui ne vont jamais les centres en retrait. Ça devient intéressant. Et je vais ajouter un autre milieu de terrain qui a 30 secondes. Une très très bonne saison du côté du Portugal. Vous avez 30 secondes. Soro Ismaïla, qui était avec Celtic, qui a été prêté à Akoura FC du côté du Portugal. Son club est 5e ou
6e du championnat actuellement. Il est en train de faire une très très bonne saison. On pourrait l'ajouter au milieu de terrain. À la liste. À la liste des milieux de terrain. Bon, et bien sûr, grâce à ce générique, bien sûr, on va partir tout doucement vers une pause. Bien sûr, juste après, on va attaquer notre deuxième sabuzz comme promis. Allez, à tout de suite. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Un match de choc. Une rivalité historique. Les deux clubs les plus titrés de Coupe de France s'affrontent en 8e de finale. Suivez en direct ce mercredi 8 février les 8e de finale de la Coupe de France, le Classico OM-PSG à partir de 20h10. Prise d'antenne 19h15 sur la 3. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StatTimes. La 3, c'est 3 fois plus de sport. La 3. Vos écrans sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk. PPLK, numéro 1 sur la polémique sur la 3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans La Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Deal. 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct. Oh, regardez, c'est beau. C'est quoi? Le Sénégal remporte sa première canne. Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct. Compte rendu d'événements musicaux. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur la 3. Restez connectés sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Al Nassr fait le buzz depuis l'arrivée de CR7. Eh bien, le buzz continue dans notre sabuzz. Nassr, avec la présence de Cristiano Ronaldo, c'est une victoire, un nul, une défaite et un petit but marqué sur penalty. L'aventure de la star portugaise dans son nouveau club a commencé timidement. D'ailleurs, à entendre son coéquipier Luis Gustavo, l'arrivée de CR7 n'a pas eu des effets bénéfiques sur son équipe. La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui, a constaté l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Mais tout n'est évidemment pas à jeter pour le Brésilien qui estime que la présence de l'ancien mancunier motive tout le monde dans sa nouvelle équipe. Nous apprenons tous les jours de lui, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu'il possède. Ronaldo a été créé pour relever des défis et il y parvient toujours, a ajouté Gustavo. Voilà, que pensez-vous des premières déclarations de Luis Gustavo sur Cristiano Ronaldo? Je reprends, sa présence rend nos matchs difficiles. Yellow, lancez-vous. Je crois que d'aucuns avaient compris cette phrase-là dans un contexte un peu différent. Certains croyaient que Ronaldo était en baisse de régime, du coup, il ne facilitait pas la tâche à ses coéquipiers. Sauf que dans l'élément, tout est précis. Là, il s'agit plutôt du fait que les concurrents directs du club de Al Nassr estiment que Cristiano Ronaldo a rehaussé ce club-là, donc veulent se mettre à niveau et corsent un peu plus leur manière de jouer contre Al Nassr. Je crois que l'arrivée de Cristiano Ronaldo
a donné un boom du côté de l'Arabie Saoudite, mais surtout du côté de son club. Ça prétend aussi à la compétitivité de cette ligue-là. Donc, félicitations à tous ceux qui ont voulu miser sur Cristiano Ronaldo. Maintenant, après, entre les résultats personnels de Cristiano Ronaldo et les résultats même du club, ce sont deux choses différentes. Balo? Je pense que si sa présence complique les matchs, je pense que ça va amener ses coéquipiers, ça va amener toute l'équipe à progresser également. Si les adversaires estiment que la présence de Cristiano Ronaldo génère de la crainte et qu'il faut élever leur niveau de jeu, je pense que ça doit amener aussi les joueurs de Al Nassr à progresser pour pouvoir tout simplement tenir la concurrence. Donc finalement, sa présence est bénéfique. Ça va permettre de monter en niveau. Et il a dit aussi dans l'interview que Cristiano Ronaldo, en termes d'expérience, en termes de conseils physiques, en termes de conseils techniques, apportait quelque chose à l'équipe. Et on le sait, Cristiano Ronaldo, pour tous ses coéquipiers, tous ceux qui l'ont côtoyé dans les clubs précédents, disent que c'est quelqu'un qui a un professionnalisme exemplaire. Donc ce professionnalisme-là, il pourra l'inculquer à ses coéquipiers. Sinon, je pense que cette bonne guerre, sa présence est de bonne guerre dans l'équipe. Alors, vous partagez l'avis de Balo, Henri Joël? C'est un avantage ou non d'avoir un joueur de la trempe de CR7 dans ses rangs? Normalement, c'est un avantage. Ça, c'est normalement? Normalement, c'est un avantage. Quand vous avez un Cristiano, quand vous avez un Messi, un Neymar, voilà, c'est un avantage. Mais est-ce qu'en termes de performance aujourd'hui, cela se ressent sur les résultats de l'équipe? Est-ce qu'il apporte, je dirais, cette crainte-là éprouvée par les autres clubs en termes de performance sur l'équipe de Al Nassr? C'est là toute la différence, parce qu'aujourd'hui, les autres clubs ne vont pas évoluer face à Al Nassr comme ils auraient évolué dans le passé où il n'y avait pas de Cristiano Ronaldo. Maintenant, à ce niveau, puisqu'ils élèvent maintenant leur niveau de jeu, est-ce que du côté de Al Nassr, Cristiano fait honneur à son titre ou à ses performances d'avant en étant avec l'équipe de Al Nassr? C'est là toute l'interrogation. Voilà. Donc, c'est bien, dans un temps, c'est bien voilà, avoir un monsieur comme Ronaldo, mais ça commence à se ressentir. Et je pense négativement au niveau des résultats. D'accord. Roger, dans les propos de Gustavo, il dit, et je cite, « Ronaldo a été créé pour relever des défis et il y parvient toujours. » Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a conquis déjà les vestiaires? Depuis son arrivée à Al Nassr, la donne a changé à tous les niveaux. Il faut bien que nous tous on comprenne ça. D'abord sur l'effet médiatique. Son apparition a été médiatisée. Le match contre le Paris Saint-Germain médiatisé, la Super Coupe médiatisée. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans son sillage ne peuvent plus avoir le même comportement à partir du moment où ils ne jouent plus dans le noir, ils jouent tous à la lumière. Ça met la pression. Donc il y a cet effet-là. Deuxièmement, c'est la qualité de l'individu. Cristiano est un excellent joueur. Dès cet instant, quand il a eu un groupe, par la qualité de son travail, tout le monde a oublié de transcender. Il faut suivre le niveau de Cristiano Ronaldo. Donc ses coéquipiers sont obligés d'élever leur niveau de jeu. Et on salue Ghislain Conan. Voilà, ses adversaires. On salue Ghislain Conan. Il va prononcer son nom dans le Wallo, un nom baoulé qu'il a prononcé pour Ghislain Conan. On commandait. Donc, tous ses coéquipiers sont obligés d'élever leur niveau de jeu. Et les adversaires se disent, attention, cette équipe n'est plus la même, parce qu'à l'intérieur, il y a un homme qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Donc, toute la donne a changé du côté de ce championnat. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que depuis 5 matchs, ils n'ont pas encore vraiment gagné. Ils ont fait que des matchs nuls. Et lui, il n'a marqué qu'un seul but. Donc maintenant, quand il met la pression sur tout le monde, est-ce que lui, Ronaldo, aujourd'hui, à 38 ans, il est capable de tirer le résultat il est capable de tirer de la pression qu'il a mise. Est-ce qu'il a le niveau ou bien le résultat de la pression qu'il a mis sur tout le monde? C'est là qu'il y a le débat. Mais sinon, cette déclaration est une très belle déclaration. C'est un compliment d'ailleurs pour Cristiano Ronaldo, qui est là-bas dans ce championnat exotique, roi parmi les rois, peut-être l'unique roi d'ailleurs, bon, qui pour l'instant n'a pas encore réussi à flamber, comme ça a été le cas. Là, il a mis un penalty, pour certains c'est un penaldo, mais oui, Ronaldo est là, et quand Ronaldo est là, la donne n'est plus la même, et ses coéquipiers, il faut qu'ils se mettent au travail. Tout le monde doit se mettre au travail, parce que oui, il y a un géant qui est dans le club, et c'est ce que ça veut dire. C'est de bonne guerre, mais maintenant, lui, Cristiano Ronaldo, de se rappeler à ses bons souvenirs des années passées, où il était unique, avec Lionel Messi,
pour faire de grandes choses. Mais ça aussi, faire de grandes choses là-bas, Cristiano Ronaldo, ça aussi, c'est un autre débat. Oui, je pense que les dirigeants d'Al Nasser doivent continuer sur cette lancée. C'est vrai qu'ils ont pu avoir Cristiano Ronaldo, mais il faut qu'ils aillent chercher aussi d'autres pointures pour entourer Cristiano Ronaldo. Oui, donc je pense que ça, c'est quelque chose à avoir parce qu'il ne suffit pas d'avoir Cristiano Ronaldo, d'avoir le fait qu'il soit mal entouré. Donc, il faut avoir d'autres joueurs pour les... D'accord. Sur le challenge, est-ce qu'il peut relever ce défi-là? Il a 38 ans. Ça, il faut pas l'oublier. Ronaldo, c'est vrai, un grand joueur, il a été un grand joueur, il a marqué beaucoup de buts. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a joué dans que des grands clubs, en dehors du Sporting, où il se révèle. Le Sporting est considéré comme un grand club au Portugal. Sûr, au Portugal. Et au cours de ce match amical face à Manchester, ensuite son arrivée à Manchester, le Real, la Juventus. Donc, il est passé que dans des grands clubs, surtout avec de grands joueurs autour de lui. Maintenant, est-ce qu'à Al Nasser, il va pouvoir? Est-ce qu'il a les hommes à côté? Est-ce qu'aujourd'hui, Ronaldo a... Parce qu'on parle de Ronaldo qui a 38 ans aujourd'hui. Ce n'est pas le même Ronaldo à 20, 24, 25, du Real Madrid, même de son retour à United. Ce n'est pas le même Ronaldo. Ouais. Donc, il faut prendre les choses selon les contextes et surtout selon les temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le même joueur. Donc, ça va être difficile de relever un autre défi. Sur ça, son passage à la Juventus, ça a été un peu compliqué. Parce qu'à un certain moment, lui-même, il a estimé qu'il n'avait pas les hommes qu'il faut pour être performant. Il a voulu partir. Il a voulu partir de United parce qu'il estimait que United ne joue pas la Ligue des Champions. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le vrai drame, parce que les partisans de Messi et Ronaldo, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que ces deux joueurs-là, de toute leur carrière, ont évolué avec des grands coéquipiers. Ils n'ont pas pris l'habitude de jouer dans les petits clubs. Ils évoluent dans des grands clubs avec des grands coéquipiers. Donc, ils ont réussi des choses. Maintenant, tout seuls, dans ce club-là, bon, on va voir ce que ça va donner. Donc vous attendez tous de voir. On va voir. Vous voulez pas oublier. Sa décharge, il a 38 ans. Ouais. C'est sa décharge, il a 38 ans. D'accord. On va revenir en Côte d'Ivoire, donc après bien sûr un voyage du côté de l'Arabie Saoudite. Petite info, avant de poursuivre, oui, la 3 se mettra aux couleurs et au goût bien sûr des huitièmes de finale de la Coupe de France. OM Paris Saint-Germain, vous le savez, c'est un classique. Donc là on parle de classico. Ouais, classico français. OM, c'est Paris Saint-Germain. C'est le ASEC africain de la France. Heureusement, Marseille a perdu 3-1 face à Nice, donc ils seront revanchards face au Paris Saint-Germain. Paris n'est pas très en forme non plus. Paris n'est pas en forme. En plus, Mbappé est absent. Oui. Même si Messi a sorti un enroulé aussi. Oui, et c'est vrai que Ney a eu un peu de physique, mais en tout cas, OM Paris Saint-Germain, oui. Tout ça, c'est demain. Ah bah ouais, c'est demain, et c'est sur la 3 à partir de 20h10, mais nous on prendra l'antenne à partir de 19h15 pour un plateau d'avant-match où vous allez naturellement retrouver plein de choses, des interviews, des réactions, on va décrypter tout ce qui s'est passé bien avant. Donc OM Paris Saint-Germain, on prend tout ce rendez-vous demain sur la 3 à partir de 19h15. Le coup d'envoi du match, c'est 20h10. Donc on prend maintenant le vol pour atterrir en Côte d'Ivoire, en Ligue 2 précisément, car bien sûr, on va parler de la 14e journée de la Ligue 2. Qui s'est disputé ce week-end et s'achèvera bien sûr ce mercredi avec 2 chocs au stade Champrou. Africa et FIM dans la poule A et Tanda Iska dans la poule B. Alors, si on parlait un tout petit peu de l'Africa Sport, dans quel état d'esprit les Ouyés devraient aborder son match, doivent aborder ce match ce mercredi face à l'EFIM, Henri Joël? Les joueurs doivent revenir à la compétition avec cet esprit de revanche. Pas à cause de l'EFIM, pas parce que l'EFIM les a battus, mais parce qu'ils ont perdu récemment en Coupe nationale face à un club de Détroit. De Plateau FC. De Plateau FC. Et ça fait grand bruit au niveau de la Côte d'Ivoire. On a vu un peu ce qui s'est passé même sur les réseaux sociaux avec les supporters des deux clubs. Et si on prend aussi, Henri Joël, si vous me permettez, si on prend en compte aussi la préparation du côté d'Africa, je pense. L'Africa est parti, selon les termes utilisés par le community manager du club, en stage bloqué. Voilà, du côté d'Alépé, il me semble. Adzopé, voilà. C'est dans le même pays des Atiers, là. Donc,
ils ont travaillé et on attendait quand même une grande équipe de l'Africa parce qu'on estimait que l'entraîneur Hadj Mohamed qui était arrivé n'avait pas suffisamment eu de temps pour connaître réellement son équipe. Et là, avec le break dû au CHAN et surtout ce travail bloqué là du côté d'Adzopé, on s'attendait à voir une équipe de l'Africa avec un visage mais super reluisant. Sauf que quand ils arrivent pour le retour, après ce long moment de travail là, pour le retour, ils tombent face à un club de division inférieure par rapport à là où l'Africa évolue. Donc on se dit que est-ce que ça a porté ses fruits? Mais maintenant, si on doit, où on la attend réellement, cette équipe de l'Africa, c'est au niveau de la Ligue 2, parce que l'Africa est à la lutte pour la montée. Donc l'Africa doit montrer, les joueurs doivent montrer un nouveau visage, surtout après ce long moment de travail. Mais ça sera aussi face à une équipe qui connaît très bien l'Africa, les films de Hervé Siaba. D'accord. Justement, quel sera le visage de l'Africa Sport justement pour cette phase de retour du championnat de Ligue 2 Ils ont fait 2 semaines de préparation au complexe de Yopougon. Ensuite, ils sont allés terminer du côté d'Adzopé. Ils ont disputé 2 matchs amicaux. Ils ont gagné Aska et Elishama 4-0, 4-0. Iska ou Aska? Non, Aska, équipe division inférieure. 4-0, 4-0. Donc, on pensait que l'Africa avait retrouvé quelque chose, mais là, ils se font éliminer en Coupe nationale par 2 plateaux FC. Bon, du coup, on ne sait plus bien qu'est-ce qui se passe à l'Africa. Est-ce que l'équipe est un peu épuisée par rapport à la préparation commando qui a été faite du côté d'Adzopé, ou alors certains ne font pas et que l'Africa va rectifier le tir? Parce qu'on entendait que c'était 3 séances par jour. Mais absolument, oui. 3 séances par jour. Il y a beaucoup de choses. On a le sentiment que c'était une préparation d'avant-saison, en pleine saison, parce qu'on a fait 2 diagnostics. Les journalistes ont dit, comme moi, on dit que l'effectif de l'Africa n'était pas très très bon. Les dirigeants ont dit non, ce n'était pas l'effectif, c'était l'entraîneur. Bon, maintenant, on va voir cette seconde phase, qui a raison et qui a tort. Donc, on a tous envie de voir quel est ce visage de l'Africa Sport d'Abidjan. La bonne nouvelle, c'est qu'avant la trêve, l'Africa avait montré quelques signes intéressants. Ils étaient à 8 points du leader. Là, avant la pause, ils sont passés à 3 points du leader, ils sont d'une 3e. Donc, l'Africa est monté un peu. Il semble qu'il y a eu des recrues. Il y a eu 7 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a 5 joueurs qui sont partis. À quoi ça va ressembler? Tout ça du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. On a tous envie de voir ça demain face à l'Équipe. Et surtout, dans ce match face de Plateau FC, l'Africa menait au score et après s'est fait rattraper avant de se faire éliminer. Alors, qu'est-ce qui a changé chez les Aiglons après le mercato? Roger, vous venez de peindre le tableau des départs et des arrivées. Voilà, sur les arrivées, sur les départs, il y a Birama Kone qui est parti, Bamba Chateau est parti, Diakité est parti, Kanga Kwaku est parti et Fataki est parti. Sont arrivés sous le regard de Balo. Kone Brem est arrivé, Abrougua, lui, c'est un bon joueur qui est arrivé, Baya Axel est là, Yao Martial est là, Naï est là, Adela Goldwyn est là, Akadou Sharif est là. Voilà les 7 joueurs qui sont, c'est ça, Atakou. Et Jean-Baptiste, attends, Balo, sont arrivés du côté de l'Africa. Juste souligner quelque chose par rapport à Diakité Elfé. C'est vrai qu'il a été annoncé sur le départ, mais il n'est pas encore parti de l'Africa Sport National. Il s'entraîne, voilà, l'Africa Sport d'Abidjan. Il s'entraîne toujours avec le club. Ils sont en négociation, mais il n'a pas encore quitté le club. Voilà. Parti, d'accord. Henri Joël. Justement, j'aime très bien, j'adore la liste des joueurs cités, mais on connaît qui? Justement, on a parlé de Abrougua, lui. Oui, Abrougua, lui, ancien de Moussou. C'est ça. Qui a tourné un peu au niveau du championnat ivoirien, mais aujourd'hui, est-ce que c'est le même Abrougua, lui, qu'on a connu du côté de Moussou? Je ne pense pas. Les noms cités, là, est-ce qu'aujourd'hui, on connaît réellement la valeur de ces joueurs? C'est pour ça qu'on dit, du côté de l'Africa, moi, je pense que ce n'était pas un problème même d'entraîneur avec Noël Tosi. Parce que même quand il est arrivé, il a pris le club, ça fonctionnait dans les débuts. Voilà. C'est un problème d'effectif du côté de l'Africa. Avec ces nouveaux joueurs, on espère que ça va... La manœuvre va marcher pour l'Africa. Mais ce qui est à souligner, c'est que c'est lui-même qui faisait l'attaque de l'Africa. Le club n'a pas réussi à le conserver. Il est parti, Fataki. Fataki est parti. Aujourd'hui, est-ce qu'on a pu le remplacer valablement comme il se doit? Voilà, la question reste posée en attendant, bien sûr, ce choc de ce mercredi. Oui, Balo. Oui, mais justement, par rapport au départ de Fataki, clairement, ça va peser sur cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, parce qu'il faut se rappeler que même sous Noël Tosi, il avait fait certaines différences et il apportait toujours cette faculté de fixation d'attaquant assez puissant. Il est parti à la trêve, c'est-à-dire le 15 décembre, il avait un contrat qui allait jusqu'au 31 décembre. Il est parti le 15 décembre. Il a été rappelé par le club en janvier. Il a refusé de venir pour des raisons personnelles. Donc,
clairement, je pense que ça va peser dans l'effectif de l'Africa. C'est ce que Roger Stéphane disait. On enregistre clairement un effectif qui est jugé pas très bon par certains observateurs, certains journalistes. Et en plus, on a des joueurs jugés essentiels du club qui sont partis. Donc là, ça sera quelque chose de compliqué à voir pour l'Africa. En attendant, le CO Boisflé, avec sa victoire devant l'Amfiara, Henri Joël ne réalise-t-il pas la meilleure opération de la journée dans cette poule A? Bien sûr. Vous savez, quand vous prenez cette poule A, vous avez le CO Boisflé, vous avez l'équipe de Zoma, à un degré moindre, l'Amfiara, et aussi peut-être, je vais mettre l'Africa qui se réveillait avant la pause. Donc aujourd'hui, le CO Boisflé, c'était 3 points par rapport à l'Africa. Ils avaient 24 points. 24 l'Africa. Ils ont gagné, ils ont fait 7 points. Actuellement, ils ont 27 points. Donc c'est là que, en fait, ils mettent la pression de façon indirecte sur l'Africa. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la poule A, tout de suite, l'équipe qu'on voit, c'est l'équipe de l'Africa qui, tout le monde espère voir la saison prochaine au niveau de la Ligue 1. Donc avec cette victoire du CO Boisflé qui met un peu de distance avec les autres, est-ce que ce n'est pas une pression qu'on vient de mettre sur l'Africa? Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette pression? Ça, c'est la grosse interrogation. Mais, comme vous l'avez dit, la bonne opération a été faite par cette équipe de Boisflé qui joue, mais superbement bien, cette équipe de Boisflé. L'équipe est... Mais vous savez, c'est tellement bien ordonné, c'est du football total, défense, on passe par le milieu, les ailiers, ensuite les attaquants. C'est une équipe qui joue très bien. Et ce n'est pas n'importe quelle équipe qui arrive à battre l'Amfiara, il faut le souligner aussi. Parce que l'Amfiara aussi, c'est une très très bonne équipe. C'est une jeune équipe, mais une très bonne équipe. Donc battre l'Amfiara, quand même, c'est du costaud. Mais on n'oublie pas aussi que cette équipe de Boisflé, pour moi aujourd'hui, avec Zoma, sont les favoris de la poule. D'accord, allez, et je pense qu'on va voir les résultats et aussi les classements au niveau de cette Ligue 2 dans quelques secondes seulement. Mais ADFK, Issia qui cale, les poursuivants, est-ce qu'ils sont essoufflés selon vous? Déjà? Non, je ne pense pas. Vous savez, c'est la reprise. Donc, les hommes, peut-être, se sont un peu alourdis. Voilà. Donc, on attend. Ça a été pareil comme le Tchad. Ça a commencé difficilement pour toutes les équipes. Et puis après, on a vu au fur et à mesure que la compétition avançait, les choses sont allées pour le mieux. On a vu du spectacle jusqu'à la fin. Donc, je pense que cette Ligue 2, non seulement il y a du spectacle, pendant ce temps, il y a les affiches qui sont là. On a vu du spectacle. Et je sais que quand on sera à la 15e, la 16e journée, les choses vont revenir à un autre et puis on verra. Et on voit Agir FC, JCAT reporté, ES Péboaké, l'Espérance de Boaké et Zoma ont fait 0-0. L'ADFK a été tenu en échec par ici à 0-0. Reporté Roagayo, Benzeville. L'Amfiara est tombé face au COB 2-1. L'Africa EFIM. C'est ce mercredi-là. Mercredi. Ouais. D'accord. Allez, au niveau du classement maintenant, qu'est-ce que ça donne? On va voir le classement dans quelques secondes seulement. Ça donne cette équipe de Boisflé leader avec 27 points, comme je le disais, suivi de Zoma 22 points. L'Africa complète le podium avec 21 points. Et puis au bas du tableau, vous voyez dans la zone rouge, WAC 12 points, Agi de Guibéro à 12 points. Et puis Roagayo 6 points, c'est-à-dire les deux équipes qui sont à l'ouest sont en difficulté. Alors, de l'autre côté, Tanda, Iska, qui s'affrontent, est-ce qu'ils n'auront pas une pression supplémentaire par rapport à cette optique-là de la montée, Balo? Oui, je pense qu'effectivement, il y a cette pression supplémentaire parce que lorsqu'on voit le classement de Ligue 2, on voit effectivement que c'est totalement serré. Et ce qu'il faut préciser en ce qui concerne ce championnat de Ligue 2, c'est qu'il y a une impatience des clubs. On a des ADFK tout à l'heure dont on parlait, à limoger son entraîneur en début de saison. Donc il y a une impatience. Ça, c'est un coup de pression supplémentaire qui pousse les clubs à avoir de résultats. Donc il y a non seulement une concurrence qui est très resserrée, et aussi il y a l'impatience des dirigeants. Donc effectivement, ADFK et Iska ont la pression, ils doivent faire un résultat compte tenu de l'avancée de certains clubs. Iska, c'est 3e, 20 points. Tanda, 4e, 20 points. Donc, c'est un match serré. Ça va être une bataille pour retrouver le podium, rester dans le podium, retrouver le podium. Ça se joue dans un mouchoir des poches, mais oui, ça va être un match très très simple des deux équipes qui ont le même nombre de points et qui se suivent au classement. Et bien sûr, on a derrière US fermé. Là, on est au niveau du classement. Du classement de la poule B, à Boisson. À Boisson en tête, suivi de Yamsokro, les deux ont 23 points. Iska à 22 points, complète le podium. Tanda 4e, Mouna FC 6e. Et puis en bas, vous avez
5e. Mouna 5e, Adiaké 6e. US Fermier, Songon, Siroko sont dans la zone rouge. D'accord. Alors, la formation de Yamoussoukro FC exemptée pour cette journée, est-ce que cette formation a des motifs d'inquiétude? Non, je ne pense pas. En fonction de la poule, à chaque journée, on aura une équipe qui ne jouera pas. Donc, je ne pense pas que ça soit un motif pour s'inquiéter pour cette équipe de Yamoussoukro qui, d'ailleurs, s'annonce comme, je dirais, la future grande équipe de l'univers footballistique ivoirien, avec les infrastructures derrière, un gros projet à Yamoussoukro derrière cette équipe-là. Donc, on se dit, même si... D'ailleurs, du côté de Yamoussoukro, les dirigeants espèrent obtenir la montée cette année, même si ce n'est pas fait. Il y a un projet derrière et ça va se poursuivre. D'accord. Allez, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Madame, messieurs, le rendez-vous, vu qu'il reste quelques minutes seulement, 2 minutes, le gros rendez-vous de demain, c'est bien sûr OM Paris Saint-Germain. Roger Stéphane? Non, c'est Ballot. Maîtrise mieux, c'est Mac. Allez, jetez-vous. On aura bien sûr la possibilité d'avoir OM PSG sur la 3, oui. C'est un classico qui a toujours conduit le football français. Il y a quelques années, c'était l'Olympique de Marseille qui était l'équipe la plus en forme dans les années 90. Avec Bernard Tapie. La belle bande sous Bernard Tapie qui gagne la Ligue des Champions, la toute première d'ailleurs et l'unique pour l'instant, en 1993. Et puis des années plus tard, Marseille a perdu un peu de plume. Là, maintenant, le roi du football s'appelle le Paris Saint-Germain, avec les fonds venus du Qatar, avec de très grands joueurs. Aujourd'hui, on a 3 monstres dans cette équipe du Paris Saint-Germain, Neymar, Messi et Kylian Mbappé. Dans l'effectif de Marseille, on en a moins, mais ça reste toujours un match assez particulier entre 2 équipes qui se connaissent parfaitement, qui rivalisent au niveau du football français depuis de nombreuses années. On va regarder ce match-là. Le petit bémol, c'est que les 2 équipes ne sont pas très en forme. Marseille a perdu sur sa dernière sortie. Le Paris Saint-Germain, après 2 résultats, 2 revers, a gagné, mais difficilement 2-1. En plus, Paris va perdre son meilleur joueur du moment, qui est Kylian Mbappé. Messi sera un peu seul. Neymar, est-ce que Neymar va jouer? On ne sait pas trop. Pas encore. Donc on va regarder ce match-là, mais c'est le plus beau match du football français. Et demain, on va le vivre sur la 3. On aura peut-être Eric Bailly ou pas? Non, il est toujours. Vous savez, au niveau de la forme, c'est plutôt Marseille qui est en forme. C'est-à-dire depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est Marseille qui performe. Avec Tudor? Sauf que si le dernier match. Non, ils ont perdu le dernier match. Ils ont perdu le dernier match, mais c'est l'équipe la plus en forme. Voilà. La suite, c'est demain. Voilà, on s'est plongé un tout petit peu dans ce classico-là, OM Paris Saint-Germain. On se donne rendez-vous dans quelques heures seulement. Oui, on prend l'antenne à partir de 19h15. Le coup d'envoi, c'est 20h10. Et bien, le match compte pour les 8e de finale de la Coupe de France. OM Paris Saint-Germain à suivre sur la 3. Férus de sport, ne manquez pas ce rendez-vous. Merci d'avoir suivi ce numéro de la Grande Team. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.